Alors, l'intervention suivante, c'est François Deschelles qui va nous parler donc de maîtriser l'impact environnemental de vos infrastructures numériques avec des solutions open source. Et donc, je vais voir comment je vais pouvoir passer. Bonjour, donc, je m'appelle François Deschelles et je m'occupe des projets de R&D chez Techlib, donc, qui est l'éditeur de la solution ITSM GLPI. Et je vais vous parler de l'impact environnemental du numérique et comment on peut le mesurer et le maîtriser avec des outils open source. Alors d'abord, un peu de contexte. Très schématiquement, les chiffres, les ordres de grandeur qu'on donne, c'est le numérique égale 3 à 4% des émissions de CO2 de l'Union européenne, avec une progression de l'ordre de 10% par an. J'ai cité ici quelques études d'organisations reconnues. L'ADEME et l'ARCEP publient régulièrement des rapports très très bien sourcés sur l'impact environnemental du numérique et font des projections. Et donc on voit les pentes dans le graphique à gauche et on sent clairement qu'il y a un problème. Alors ce problème, il est lié en particulier à une tendance à l'obésité. Green IT, un collectif français d'acteurs engagés dans le monde de l'informatique responsable, évalue le poids des pages web multiplié par 4 en 10 ans. Mais ça n'est pas que de la consommation d'électricité et des émissions de CO2, c'est aussi de la consommation de matières premières et d'eau. Une étude de l'Université de Californie, reprise par le Washington Post, c'est un email de 100 mots généré par ChatGPT égale 1 demi-litre d'eau. Alors vous me direz, mais comment ChatGPT utilise de la flotte ? Tout simplement dans les aéro-réfrigérants des data centers, parce qu'il faut bien refroidir. Et quand on refroidit à l'eau, on ne va pas rejeter l'eau chaude directement dans la nature, on la refroidit d'abord. On la refroidit avec des choses dans lesquelles l'eau s'évapore. Et puis, il y a des matières premières, des terres rares, du cuivre, de l'or, etc. Une étude de l'ARCEP dit vous trouvez autant d'or dans 1 tonne de smartphone que dans 100 tonnes de minerais d'or. Sauf qu'il y a un problème de recyclage. Les DEEE, les déchets électroniques et d'équipements électroniques et électriques, à peu près une vingtaine de kilos par personne et par an en France, et seulement 20% correctement recyclés. Alors pour présenter ces outils, je m'appuierai sur 2 cas concrets. D'abord, l'impact environnemental d'un parc informatique hétérogène, comprenant à la fois des machines physiques et des services cloud externalisés. Et ensuite, l'impact environnemental d'une application web. Alors, il se trouve que c'est justement GLPI qu'on vend en mode SaaS et pour laquelle on voudrait pouvoir fournir à nos clients un tableau de bord des émissions de CO2 de leur instance GLPI. Avec bien évidemment pour objectif de pouvoir le réduire. Et pour le réduire, il faut d'abord pouvoir le mesurer. Et ça veut dire plusieurs choses. D'abord, le quantifier. Quels impacts on va étudier ? Comment les mesurer? Dans quelles unités? Est-ce qu'il existe des normes? Est-ce qu'il existe des outils? Alors les réponses à tout ça se trouvent en partie dans quelque chose qui est un peu ignoré dans le domaine du numérique, qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. L'analyse du cycle de vie, c'est une méthodologie normalisée qui permet de, comme on dit, from cradle to grave, du berceau à la tombe, d'étudier et de mesurer, quantifier avec des unités et des indicateurs normalisés, l'impact environnemental. Alors j'ai cité quelques impacts à gauche, par exemple l'utilisation de matières premières, ce qu'on extrait de la terre, ça se mesure en équivalent antimoine. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi on fait ça, c'est simplement pour avoir des unités et des choses quantifiées et donc comparables. Pour les émissions, donc le potentiel de réchauffement climatique, c'est mesuré en kilos équivalent CO2. Bon, vous savez par exemple que le méthane, c'est 4 fois un facteur 4, par exemple, par rapport au CO2. Et puis la consommation d'énergie primaire. Alors, l'analyse du cycle de vie utilise beaucoup le concept de scope.
Ce schéma issu de Microsoft explique très bien. La première chose qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle le scope 2, les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie. Et puis, il y a les scope 3. Alors, le scope 1, c'est les émissions directes. En fait, ça va être assez faible. Ça peut être, par exemple, des fuites de gaz réfrigérant au niveau des data centers. Et puis, l'autre partie importante, ça va être le scope 3 indirect. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est lié à l'extraction, à la fabrication, au transport. Alors, première chose, la consommation électrique. Alors, il se trouve que le conférencier précédent a, à mon grand plaisir, cité un outil qui est déjà remarquable. Donc, c'est Scaphandre. Alors, Scaphandre, en fait, c'est un agent de métrologie qui va mesurer la consommation d'énergie au niveau d'une machine. Comme l'a dit le conférencier précédent, c'est implémenté en Rust. Ce qui veut dire une chose, c'est qu'on va mesurer la consommation d'énergie des applications et pas de l'agent de mesure. Sur quoi c'est basé? C'est basé sur une techno qui est intégrée dans les chips, c'est la techno RAPL, Running Average Power Limit, qui a été introduite par Intel il y a une dizaine d'années à peu près, qui a eu plusieurs générations, et qui maintenant est dans tous les CPU modernes, et qui permet d'accéder en temps réel à la consommation du chip. Et Rust, Scaphandre permet en plus de ventiler ça par application. Donc là, à droite, on a un beau tableau de bord fait avec Prometheus et Grafana qui permet de suivre la consommation énergétique d'une machine. Donc ça, c'est clairement dans le cas d'usage numéro 2. Si on veut surveiller une application web en mode SaaS, bah, clairement, on met Scaphandre sur la machine qui héberge. Alors, comment passer après aux émissions de CO2? Là, il faut faire intervenir quelque chose qu'on appelle l'intensité carbone de l'électricité, c'est-à-dire combien de kilos de CO2 vous avez émis pour produire de l'électricité. Alors, typiquement, ça se mesure en grammes par kilowattheure. En France, 1 kilowattheure, c'est entre 10 et 60 grammes de CO2. En Pologne, c'est entre 500 et 800. Pourquoi? Parce que ça dépend du mix énergétique. Et en France, on a des réacteurs nucléaires, de l'éolien, du solaire, de l'hydraulique. En Norvège, par exemple, c'est encore plus faible, puisqu'ils ont essentiellement de l'hydraulique. Au Québec également. Mais surtout, ça varie au cours du temps. Donc à droite, j'ai mis un graphique, c'est sur une semaine, l'évolution de l'intensité carbone de l'électricité en France. Donc on voit à peu près entre 10 et 60. Et il y a des choses assez intéressantes à tirer de ce graphique, c'est que finalement, ce n'est pas forcément la nuit que l'intensité carbone est la plus faible. Donc ce n'est pas forcément la nuit qu'il faut faire tourner les gros batchs de sauvegarde, d'indexation, etc., etc. Il faudrait éventuellement avoir un scheduler qui se base justement sur l'intensité carbone de l'électricité. Et puis, ça varie, parce que ça dépend, je dis pour rire, ça dépend du vent. Oui, effectivement, ça dépend du vent, de la météo. Alors, il se trouve qu'en France, on a un acteur qui a fait un très beau travail, c'est RTE, Réseau de transport d'électricité, et qui, de manière assez rare au monde, publie les données d'intensité carbone de l'électricité en temps réel, tous les quarts d'heure, et avec des licences open data, et une API REST d'interrogation. Mais il n'y a pas que l'impact, les émissions de CO2 liées à l'utilisation. Il y a les impacts de fabrication, donc, dont je parlais tout à l'heure, à propos de ces fameux scopes. Et ça devient un peu plus compliqué, parce que là, ça dépend des constructeurs. Alors, les constructeurs sont assez réticents à publier leurs données, et ils sont encore plus réticents à publier leur méthodologie d'évaluation. Et il se trouve que si on regarde le rapport entre les impacts de fabrication et les impacts d'utilisation, souvent la fabrication est prépondérante. Les impacts de recyclage, alors là, c'est le flou le plus total. Outre le fait qu'il y a très peu de recyclage, les impacts du recyclage sont très peu connus et documentés. Pour faire ces évaluations d'impact, on va avoir besoin de bases de données. Alors, il se trouve que ces bases de données, il n'y en a pas énormément. Il y a eu un projet français qui s'appelait NegaOctet, qui était financé par l'ADEME, et qui a appliqué l'analyse du cycle de vie
à des équipements et à des services numériques, a publié une base de données. Malheureusement, cette base de données est propriétaire. Une petite partie a été versée dans la base empreinte de l'ADEME et fournit des données d'ACV pour environ une cinquantaine de services et d'équipements informatiques. Il y a également des bases qui, pour certaines, ont repris la méthodologie de NegaOctet, donc EcoInvent, Resilio, etc. Mais en fait, le constat, c'est qu'il y a peu de données ouvertes, sauf Boavista. Boavista est un autre projet très intéressant, puisqu'en fait, c'est un groupe de travail qui produit des ressources sous licence libre concernant l'impact environnemental du numérique, avec deux outils essentiels. Une API qui permet d'interroger et de recevoir, de récupérer les données d'impact environnemental pour un équipement ou pour un type d'équipement. Alors évidemment, hein, vous n'allez pas prendre le modèle de votre laptop, l'interroger directement et récupérer le résultat. Quand on connaît la quantité de machines qu'il y a, donc il faut des paramètres un peu plus haut niveau, du genre la génération de processeurs, le modèle de processeur, la taille de RAM, le disque, etc., etc. Et on obtient des données. Alors là, à droite, j'ai interrogé pour un laptop perso, donc qui est configuré avec 7 heures d'utilisation par jour, une consommation moyenne de 75 watts, une durée de vie de 5 ans, et il est utilisé en France. Et tout à fait en haut, on voit donc cet impact ce potentiel de réchauffement climatique, hein, les émissions de CO2. Le vert foncé, c'est l'utilisation, et le vert clair, c'est la fabrication. Donc on voit en fait que là, clairement, l'impact de fabrication est plus important. Conclusion, une conclusion assez immédiate, il faut prolonger la durée de vie des machines. Oui, mais avec des logiciels qui pèsent de plus en plus lourd et qui réclament de plus en plus de mémoire, comment on va faire? Voilà, c'est revenu. Donc voilà. Alors on a aussi donc les autres impacts qui sont remontés. Alors tous ces outils, en fait, à l'intérieur de TechLib, on est en train de les intégrer avec un outil, donc un plugin GLPI qui s'appellera Carbone. Alors en fait, qui s'appelle Carbone pour l'instant parce que c'est essentiellement centré sur les émissions de CO2 liées à l'utilisation. Et clairement, si on veut faire de l'analyse du cycle de vie, il faut d'abord avoir un inventaire de ce qu'on veut mesurer. Et d'où l'intérêt d'utiliser GLPI et son agent d'inventaire. Donc le plugin, il fournit un tableau de bord, pour l'instant donc uniquement centré sur les émissions de CO2 liées à l'utilisation, avec des approximations, ou on va dire des évaluations, qui sont basées sur à peu près les mêmes critères que Boavista, c'est-à-dire le nombre d'heures d'utilisation par jour, la puissance moyenne de la machine, le nombre de jours d'allumage par semaine et la localisation. Et donc on a un certain nombre de tableaux de bord. Tout à fait en bas, c'est un tableau de bord mensuel avec en rouge la courbe de consommation énergétique et en vert les émissions de CO2. Et un œil exercé remarquera que les derniers mois, on a consommé davantage d'énergie, mais on a émis moins de CO2. Par quel miracle? Eh bien, en fait, c'est tout simplement qu'entre mars et avril de cette année, EDF a redémarré la totalité de son parc de réacteurs nucléaires. Et donc, l'intensité carbone de l'électricité a été divisée par 4 d'un mois à l'autre. Alors, ce plugin, on va sortir des versions bêta d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Donc, pour l'instant, centré sur le scope 2 indirect, donc les émissions de CO2 liées à l'utilisation. Et, très bien, merci. Et dans le courant 2025, on va ajouter les autres impacts, donc les impacts de fabrication. On ne publiera pas les impacts de recyclage parce qu'on n'a pas moyen d'y accéder. Et on se connectera pour ça à Boavista et à d'autres bases de données d'analyse du cycle de vie. Et on connectera également à l'agent d'inventaire GLPI pour remonter des choses très importantes pour la consommation électrique, c'est-à-dire par exemple la charge de la machine, les données liées extraites par scaphandre via le techno Rappel, et puis tout simplement aussi quand les machines sont allumées ou éteintes.
Alors tout ça, le plugin GLPI Carbone est développé dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle IEN, Impact environnemental du numérique, coordonné par l'Institut de recherche technologique Systemix, avec un certain nombre de partenaires, donc l'AFNIC, Airbus, Centrale Supélec, Systemix, le LISN, Sorbonne Université, Techlib et Total Energy. Les industriels et l'AFNIC étant en charge de cas d'usage spécifiques pour lesquels, justement, on veut développer des méthodologies de référence pour évaluer le coût environnemental de ces services numériques. Quand je dis services numériques, c'est au sens large, c'est-à-dire c'est pas simplement une machine physique ou une application, c'est un service proprement dit. Par exemple, dans le cas de l'AFNIC, c'est tout simplement le DNS. Donc ce projet a démarré cette année et dure 3 ans. Et si vous voulez en discuter... Pardon, il manque une diapo. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là ? Si vous voulez en discuter, donc on est en Techlib sur le stand C17 et Systemix sur le stand de Systématique en B22. Je vous remercie. Si vous avez des questions.